En fait, ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre-là, c'est répondre à une question. Comment devient-on Fernand Daou? C'est un homme que tout le monde a vu à la télévision, dans des réunions syndicales, devant des grandes assemblées, dans des réunions politiques. Un homme qui a l'air distingué, très posé, très articulé, le langage châtié, jamais un juron. Il a l'air presque d'un aristocrate. Pourtant, il a été élevé dans un milieu populaire, un milieu très pauvre. Le faubourg Ramlas, le bas de la ville. Ça m'a sûrement marqué, ce milieu-là. Famille monoparentale, il faut le souligner. Ma mère est seule, elle a 3 enfants à faire vivre. Elle est couturière. Elle travaille au salaire dans des ateliers de couture. Je me souviens qu'à tout moment, puis à toute occasion, elle va travailler 3 mois, 6 mois dans tel atelier, puis à un moment donné, il y a des mises à pied, puis elle doit se chercher un autre travail. Alors, elle court les ateliers, surtout dans le bout de la rue Saint-Laurent, où il y a beaucoup d'ateliers en bas de Sherbrooke, jusqu'à Craig. Elle nous parle pas souvent du syndicat des travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, comme on les a appelés par la suite. C'est pas une membre très active. Vous comprenez qu'elle est mère de famille de 3 enfants. Tout son temps est occupé à s'occuper de la petite famille. Puis, comme on a des difficultés à payer le loyer, on déménage à peu près à chaque année. Déjà à cette époque, il est déterminé, il veut apprendre, il s'intéresse à tout, il est curieux. Tout près de Saint-Denis, il découvre un quartier encore plus animé et ça le stimule davantage. Il y a la bibliothèque Saint-Sulpice à 2 pas de chez lui. Il commence à la fréquenter très jeune, il lit beaucoup. Et lorsque sa famille déménage ensuite à la montée du Zouave, là pour lui, il n'est pas question d'abandonner après l'école secondaire, il veut continuer. Sauf que survient un drame très grave. L'aîné de la famille, Paul-Émile, qui est en même temps soutien de famille, est tué dans un accident. La famille, tout à coup, se retrouve devant un grave problème financier. Ça pourrait compromettre les études de Fernand. Mais avec le soutien de sa mère, une femme très courageuse, et aussi avec tous les boulots qu'il entreprend lui-même, tous les boulots qu'il effectue, il a réussi à payer ses études. C'était de faire des études classiques ou bien des études dans des écoles supérieures, comme l'école Le Plateau, c'en était une, dans le parc La Fontaine. Alors, voilà, j'ai continué la 9e année, la 10e année, la 11e année, puis la 12e année, pour aller par la suite à l'université. 2 ans à la faculté des sciences, en fait, mathématiques, physique, chimie. Je trouvais ça bien aride. Ça l'est, de toute façon.
En 1946 se tient à Montréal de façon exceptionnelle la réunion annuelle du Bureau international du travail. C'est un organisme paritaire rattaché à l'ONU qui regroupe les travailleurs, les représentants des travailleurs, les représentants du monde patronal et les représentants des gouvernements. Fernand, qui étudie en sciences pures depuis 2 ans à l'université, va trouver le moyen d'assister à cette réunion du Bureau international du travail, par un tour de passe-passe qui serait long à expliquer. Mais il va se faire prendre au jeu, il va trouver un grand intérêt pour ce monde du travail dont on traite lors de cette conférence internationale. Et à la suite de cette réunion, il va s'inscrire en relations industrielles. Je me suis inscrit en relations industrielles à cause de la qualité des enseignants qu'on y retrouvait. Il y avait 2 pères jésuites qui étaient politisés dans une certaine mesure, le père Bouvier et le père Cousineau. Le père Bouvier était l'aumônier d'organisations patronales, alors que le père Cousineau, lui, était aumônier des syndicats catholiques. Et eux, c'était vraiment les piliers de l'École des relations industrielles qui faisait partie du groupe des sciences sociales de l'Université de Montréal. Les deux étaient tout à fait opposés. Pour nous, c'était un véritable plaisir que de poser des questions à l'un et à l'autre et de mesurer, identifier, discuter des réponses. Nous autres, les élèves, imaginez-vous, on avait devant nous un représentant du patronat, un représentant des syndicats, des points de vue tout à fait opposés. Et pour nous, c'était un véritable régal. Au moment où Fernand Daoust fait ses études en relations industrielles à la fin des années 40, au Québec, il y a 3 grandes organisations syndicales. Il y a la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, qui deviendra la CSN plus tard, qui, comme son nom le dit, est d'origine catholique. Il y a les syndicats, les vieux syndicats de métier, les premiers qui ont été fondés au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et aussi les syndicats industriels, des syndicats plus modernes, plus adaptés à la nouvelle réalité économique du monde industriel. C'était très net dans mon esprit. Je souhaitais, à ce moment-là, travailler pour les syndicats. Le père Cousineau nous avait invités à l'accompagner, lui, puis en fait tous ceux qui étaient intéressés, à aller saluer les grévistes d'Asbestos qui étaient membres de la CTCC. Lui, c'était une tâche qu'il s'était donnée, nous y étions allés. Ça m'a marqué quelque peu de faire le tour des lieux, comme on dit, rencontrer les grévistes, nous assembler les grévistes. Fernand aimerait beaucoup travailler pour les syndicats industriels parce qu'il les admire. Cependant, il n'y trouve pas d'emploi. C'est plutôt du côté des unions de métiers qu'il va se diriger. Un de ses collègues de classe lui a dit qu'il avait entendu dire que Roger Provost cherchait quelqu'un. Or, Fernand connaissait Roger Provost puisqu'il l'avait vu dans les cours du père Cousineau. Provost m'avait dit, je pourrais pas te payer beaucoup, mais ne t'inquiète pas, je te donnerai des billets de tramway. Tu pourras voyager en tramway. Je t'amènerai luncher. On allait manger dans des restaurants du coin, le Northeastern, puis des trucs comme ça, au Carré Philippe et sur la rue Sainte-Catherine.
Il n'y a pas beaucoup d'avenir au syndicat de la Sacoche pour Fernand Daoust. Pas plus que pour son ami André Thibodeau qui l'a rejoint là. Et les deux vont traverser du côté des syndicats industriels. Ils vont aller travailler pour le Congrès canadien du travail. Le Congrès canadien du travail, c'est la centrale canadienne qui réunit tous les syndicats industriels. Alors, au Québec, ces syndicats sont regroupés. Il y a un personnel qui fait du recrutement, qui fait de la formation syndicale, de l'éducation, et aussi de la négociation pour certains syndicats qu'on appelle les locaux chartrés. C'est ce que Fernand va faire, comme son ami Thibodeau, pendant quelques années. Le Congrès canadien du travail, c'est une centrale canadienne. Les travailleurs membres de ces syndicats, les militants, les organisateurs, trouvent un peu difficile d'être représentés par une centrale canadienne et de ne pas avoir un outil de représentation québécois. C'est pourquoi ils décident de former, en 1952, la Fédération des unions industrielles du Québec. Il faut se rappeler qu'ils ont besoin d'un porte-parole fort pour faire face au gouvernement de Duplessis, qui est l'un des gouvernements les plus anti-ouvriers qu'on ait connus dans l'histoire du Québec. C'est pas un organisme hostile ou parallèle au CTC. C'est un organisme québécois qui a des liens avec l'organisme canadien par ses différents syndicats affiliés. C'est l'affirmation d'une réalité, la réalité québécoise francophone à l'intérieur de structures syndicales pan-canadiennes. En 1956 s'amorce la grande fusion du mouvement syndical nord-américain. Aux États-Unis, l'AFL se fusionne avec le CIO, c'est l'AFL-CIO. Au Canada, un an plus tard, le Congrès des métiers du travail du Canada se fusionne avec le Congrès canadien du travail pour former le CTC. Et au Québec, un an après, c'est la Fédération des unions industrielles du Québec qui se fusionne avec la Fédération provinciale du travail du Québec. Et on a la FTQ. Ce clivage entre les deux familles va persister jusqu'au milieu des années 60 au sein de la FTQ. Alors, la famille des syndicats industriels plus progressistes, la famille des syndicats de métiers plus conservateurs vont s'affronter. Et c'est ce qui va expliquer que Fernand Daoust, candidat à la présidence de la FTQ quand Roger Provost-Maire, est battu par Louis Laberge, et ensuite qu'il est battu par Gérard Rancourt comme secrétaire général en Congrès. Daoust est identifié à l'aile progressiste et nationaliste. Nationaliste parce qu'il a été aussi président fondateur du Parti socialiste du Québec avec les Chartrand, Vadeboncoeur, Émile Boudreau, etc. À ce moment-là, une recherche d'identification avec des idées de gauche qui pouvaient s'enraciner dans un parti qui soit plus près des réalités québécoises. Laberge et moi, on vient de deux centrales différentes, inévitablement. On vient de milieux différents. On a des points de vue qui s'expriment par des affrontements. Bon, entendons-nous, là. Pas tout à fait des prises de bec, là. Il n'y a pas des affrontements à n'en plus finir au moment des réunions, mais les orientations sont différentes. Sur le devenir du Québec, la langue, sur les grandes orientations politiques qui commencent à s'affirmer, là, on est en 64, là. Bon, 65, 66. Laberge est plus conservateur.
été battu en 65 parce qu'il y avait des clivages entre les syndicats de métier et les syndicats industriels. Ces clivages-là ont disparu entre 65 et 70. La FTQ a changé. Fernand Daoust n'a pas changé. Lui, il reste un syndicaliste, progressiste et nationaliste. Mais en 69, c'est le candidat qui s'impose parce que c'est à ça que ressemble la FTQ. Dans la foulée des positions sur le français, on va élire Fernand Daoust, secrétaire général. Les premières années de Fernand Daoust comme secrétaire général à la FTQ sont des années de grande turbulence. Il y a des affrontements majeurs. On connaît bien sûr les événements d'octobre, mais il y a aussi des conflits syndicaux très durs. Le conflit de la presse, par exemple, en 71. Et tout ça culmine, ces affrontements patronaux syndicaux culminent avec le grand mouvement du Front commun de 1972, qui, lui, va déboucher sur un drame terrible, c'est l'emprisonnement des 3 chefs des grandes centrales syndicales. Quand on voit les présidents de centrales se faire emprisonner, on ne peut pas ne pas avoir un sentiment d'hostilité à l'égard de ceux qui sont responsables des gouvernements, des ministres responsables. Bon, écoutez, là, c'est de faire payer lourdement à des individus pour l'exercice de droits collectifs. Ces gens-là n'ont pas été corrects, ont été des instruments au service d'un pouvoir qu'on a dénoncé. Non, là-dessus, non. Pas obligé de sauter dessus et les égorger. Je ferais encore plus de prison que ceux qui ont été mis en prison, mais non. Ça se pardonne pas. J'ai pas d'amis de ce côté-là. J'en veux pas non plus, là. Je cours pas après non plus. Non. Depuis son tout jeune âge, Fernand Daoust est un amoureux du français. Il aimait entendre des gens qui avaient un don oratoire. Il s'est battu quand il négociait pour que le français soit la langue de négociation et la langue de travail. Et quand il arrive à la direction de la FTQ, il fera en sorte que la centrale en fasse aussi son cheval de bataille. Et c'est la FTQ qui va mener le combat pour que le français langue de travail soit inclus dans la loi, que ça devienne un droit reconnu. Québécois, francophones, qui travaillent dans une usine ici au Québec, que ce soit dans des centres très francophones ou des centres comme Montréal, où il n'y a plus d'anglophones, le travailleur francophone, il souhaite travailler dans sa langue. C'est sa langue à lui. Bon, il n'y a rien de plus normal. Alors, du côté de la FTQ, il y a toujours eu des revendications marquées, des affirmations très nettes à l'égard de la langue de travail
qu'on souhaitait partout au Québec être le français. Pour moi, c'était un droit qu'il fallait affirmer de toute façon dans tous les milieux syndicaux, surtout au moment de la négociation de la convention collective de travail. Le français, langue de travail, ça a été le combat de la vie de Fernand Daoust. Mais ce qui est ignoré et ce qu'on connaît moins, en d'autres mots, c'est toute son action de construction interne de la FTQ. C'est un véritable bâtisseur. C'est un peu grâce à lui que les services se sont structurés. C'est lui qui a recruté les gens pour les bâtir, ces services-là, qui a trouvé les sous à un moment où la FTQ n'en avait pas, pour les construire, les rendre permanents. Par exemple, la recherche. Fernand s'assure d'en faire un service structuré. Ensuite, il met sur pied un service d'éducation, un service qui va prendre beaucoup d'ampleur parce qu'il va développer tout un réseau de formateurs et de formatrices qui vont pouvoir donner de la formation de base partout au Québec. Un réseau aussi de personnes affectées à la santé et à la sécurité au travail. Un service permanent aussi structuré et très performant. Par la suite, le service de conditions des femmes travailleuses. Là aussi, il se développe un réseau, tout comme pour les délégués sociaux, un service qui aide les travailleurs pour tous les autres problèmes qui ne sont pas couverts par la convention collective. Il y aura par la suite des services qui s'ajouteront, l'un pour la francisation, un autre pour les travailleurs immigrants. Et c'est ce qui a fait que la FTQ a consolidé ses liens avec ses syndicats affiliés et est devenue publiquement ensuite une force sociale et politique. Si ça n'avait pas été construit de l'intérieur, ça n'aurait pas pu reposer que sur des déclarations et des prises de position publiques. C'est parce que la FTQ était une réalité. Et cette réalité-là, on la doit en grande partie à Fernand Daoust. Tout comme, par la suite, la FTQ s'est imposée en mettant sur pied le Fonds de solidarité. Si elle n'avait pas eu la crédibilité que lui a donnée ce bâtisseur de la FTQ, elle n'aurait pas pu créer un Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité ait pu prendre forme et devenir ce qu'il est devenu, un réservoir d'expérience incroyable sur le plan du fonctionnement économique des entreprises et par voie de conséquence. Fonctionnement économique du Québec ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble de ceux qui font partie de cette centrale et pour l'ensemble du Québec. C'est pas rien. À la toute fin de sa carrière, Fernand Daoust réalise un rêve. Il signe avec le Congrès du travail du Canada un accord historique qui reconnaît à la FTQ une autonomie politique totale. Cet accord-là transfère à la FTQ des pouvoirs et c'est ce qui constitue en fait une sorte de souveraineté association syndicale. Fernand Daoust est quelqu'un de fidèle et de constant. Fidèle à son organisation, constant dans son engagement. Alors, ce qu'il fait en 1993 avec le CTC, c'est en continuité, c'est en conformité avec son idéologie, avec ses rêves, avec ses engagements. Constant et fidèle, Fernand l'a été avec la centrale, il l'a été avec ses collaborateurs, avec tous ses camarades syndicalistes, et ils le lui ont bien rendu parce qu'ils lui ont été aussi fidèles et qu'ils l'ont soutenu tout au long de sa carrière.
c'est pour moi la grande centrale québécoise, avec ses aspirations, avec son fonds de solidarité, avec son esprit innovateur. Là-dessus, du côté de la FTQ, l'innovation, c'est un mot qui se vit à cause des différents syndicats qui en font partie et les différentes personnes qui animent ce mouvement-là. C'est une belle centrale, c'est un beau groupe. Et puis, c'est véritablement la classe ouvrière.